Bonsoir, bienvenue dans votre 18h30. 14 millions de volailles abattues, des milliers de foyers recensés. Ce 4e épisode de grippe aviaire en France et dans le sud-ouest depuis 2015 risque d'être le coup de trop selon certains producteurs. D'autant que l'épizootie prend une ampleur inédite à l'échelle nationale. Bretagne, Vendée, Pays de la Loire, gros bassins de production de volailles sont décimés. Il est donc temps de faire un état des lieux de la situation dans les élevages et sur les étals. La filière et le foie gras sont-ils en danger? On en débat avec mes invités, tous deux éleveurs. Sylvie Collat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne. Face à vous, Benjamin Constant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administrateur au CIFOG. Alors le CIFOG, c'est le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Alors, où en sont nos élevages en Occitanie à l'heure où on parle, Sylvie Collat? Nos élevages, pour une grande partie, sont vides déjà, tout simplement, soit parce qu'ils ont été foyés, soit parce qu'ils ont été dépeuplés en prévention d'être foyés, soit tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu mettre en production, puisque dès qu'il y a un foyer dans une certaine zone, une certaine distance, l'éleveur ne peut plus faire rentrer de jeunes poussins ou de jeunes cantons. Donc nos élevages sont en berne. Et surtout nos éleveurs. Nos éleveurs sont dans une très grande difficulté, un très grand désarroi, puisque pour nous, c'est la 4e crise en 5 ans. Donc la difficulté psychologique des éleveurs et le désarroi est très profond dans les familles et pour toute la ruralité autour. Ces hangars dépeuplés, on les répercute sur les étals aussi. Ça commence à manquer sur nos étals, les volailles, le canard ou pas encore? Alors, pas encore. Il y a encore des territoires qui peuvent travailler, bien sûr. Ce qui est certain, c'est que voilà, cet épisode que l'on vit est un tsunami. Certes, au niveau de l'Occitanie, il y a une stabilisation, même si il y a quand même une vigilance vis-à-vis du nord de notre région. Il est certain que par rapport à certains territoires... au niveau national, avec des territoires comme la Vendée, la Bretagne, c'est inédit cette ampleur. Voilà, c'est ce que je vous ai évoqué, c'est un tsunami. C'est quelque chose que malheureusement, on ne voulait jamais pouvoir penser à ce que ça arrive. Ça, c'est certain. Ce que l'on a vécu, nous, déjà l'hiver dernier, et aujourd'hui, ce que l'on vit vis-à-vis de l'ouest de la France, c'est quelque chose de cataclysmique. Donc il est certain qu'aujourd'hui, il est nécessaire de très rapidement stabiliser la situation dans ces territoires-là pour permettre un petit peu de voir et de faire un point par rapport à nous aussi, le redémarrage dans notre territoire, dans nos régions. Alors, on est aussi un petit peu dépendant de ces régions-là, de ces territoires-là, vis-à-vis de l'approvisionnement des canetons. Donc il est nécessaire pour les professionnels qui malheureusement subissent cet épisode de pouvoir assainir très rapidement la situation. Est-ce qu'il va forcément y avoir une répercussion sur les prix également, Sylvie Collat? Ou c'est trop tôt pour le dire? Moi, je dis que c'est trop tôt. Pour moi, le plus important, c'est pas de penser s'il y aura du foie gras à Noël. Pour moi, c'est de penser est-ce qu'il y aura encore des paysans éleveurs à Noël. Tellement la crise est importante, tellement ce virus... Et elle arrive après d'autres. Voilà, arrive après d'autres, parce que maintenant, ce sont les reproducteurs, c'est-à-dire ceux-là même qui nous produisent nos petits poussins, nos petits cantons, qui sont aussi touchés, et on est très dépendants comme cela les uns des autres. Et puis c'est surtout parce qu'on n'a pas de solution pour l'instant. On l'a dit, il y a des millions de canards qui ont été abattus, mais finalement les moyens de lutte pour l'instant semblent assez on a stériles. été moi qui représente les éleveurs de la Confédération paysanne, donc beaucoup d'éleveurs indépendants plein air sur des filières circuits courts, on a été les boucs émissaires pendant longtemps. On nous a reproché le plein air en disant que le plein air était responsable de la grippe aviaire. Or aujourd'hui, on voit que les pays de Loire, donc notamment la Vendée, qui sont le modèle de la claustration, de l'élevage claustrés, et qui souvent d'ailleurs se sont même un petit peu moqués de nous, le sud-ouest, qui étions sur des ils n'avaient qu'à pas mettre leurs canards dehors. Voilà, nous, qui étions sur des élevages plus artisanaux, avec 2000, 3000, 4000 volailles. Voilà, filière longue ou filière courte. Tous les éleveurs sont touchés maintenant, qu'ils soient de filière longue ou de filière courte, qu'ils soient petits ou qu'ils soient gros. Tous sont dans l'impossibilité de dire s'ils vont pouvoir se remettre de cette crise. Votre regard sur les moyens de lutte, Benjamin Constant, qui pour l'instant, force est de constater, sont impuissants face à ce raz-de-marée, comme vous le qualifiez au CIFOG. La problématique de toute manière de ce virus influenza aviaire, c'est que voilà, en fonction de où il arrive dans le territoire, on ne sait jamais. Nous avons un territoire français qui est extrêmement diversifié. Donc à partir de là, de pouvoir adapter lorsqu'on a malheureusement un épizootie, très compliqué à voir et à prévenir, sachant que la première des choses, c'est de l'éviter. Hein. Nous, on fait tout ce qui est dans notre possible. Au niveau de l'interprofessionnel, des réflexions. Il y a eu des réflexions, voilà, les aménagements, les évolutions techniques, économiques, des formations, enfin des choses ont été mises en place. Malheureusement,
on voit que ça n'a pas complètement résisté dans notre territoire, dans notre région Occitanie. Il faut aussi quand même voir au niveau de l'échelle de la région Occitanie, parce que voilà, on a un modèle qui est extrêmement diversifié, il faut le garder, familial, de type qui répond au consommateur, à la demande du consommateur. Donc aujourd'hui, c'est vraiment à l'État, et nous les avions alertés, puisqu'on sait très bien que c'est l'efficacité, la rapidité, malheureusement, lorsqu'il y a une détection d'un premier cas. C'est l'État qui doit répondre. Hein. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Allez-y, il n'y a pas que l'État, il y a aussi la filière, c'est-à-dire l'aval, qui a voulu répondre à un marché, et on avait des croissances à 2 chiffres. En 20 ans, on a multiplié par 6 la production de foie gras dans le sud-ouest, par exemple. C'est une réalité. On a augmenté les élevages. Les élevages, ils étaient de 2 3 000 on va y venir. Ils sont passés à beaucoup plus. On va y venir à ce modèle de production. Cette concentration d'animaux est aussi une des raisons de cette modélisation du système. Vous allez nous en parler à nouveau, on va y revenir, mais on va d'abord voir que cette épizootie de grippe aviaire vient se rajouter à un contexte économique qui était déjà très tendu pour la filière. Regardez ce reportage réalisé au début du mois dans le Gers, reportage signé Antonin Blanc et Marion Meyer. Élever des canards, mais jusqu'à quel prix? Depuis 6 ans, Emmanuel Dupont s'occupe de ces animaux, mais ces dernières années, il a dû faire face à une augmentation du coût des matières premières. Sur ses factures, le prix d'une tonne d'aliments est passé de 250 € en 2020 à 367 € en 2022. Nous, notre plus gros, c'est l'aliment, quoi. Là, c'est énorme. Hein. On est passé vraiment entre 34 et 35% d'augmentation. On continue parce qu'on aime ce qu'on fait. Donc on continue forcément, mais c'est vrai qu'on est obligé de s'accrocher tous les jours. Salut Manu. Jacques Andelon est directeur d'une organisation de production de canards gras. Comment ça se passe? Il travaille avec une quinzaine d'éleveurs dans le Gers et constate cette inflation chaque mois. Les prix sont soumis au marché mondial. Il doit alors négocier avec les distributeurs pour obtenir une rémunération correcte des agriculteurs. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est d'aller voir nos clients tous les 3 mois en leur disant désolé les gars, mais on va être obligé de repasser 15% de hausse sur le produit. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on commence à avoir des réticences de nos clients qui nous disent écoutez, nous, on ne peut plus prendre des hausses. À cela s'ajoute la nouvelle épizootie de grippe aviaire qui touche la France et l'Occitanie, une situation qui n'est plus durable pour la filière. Si je cumule effectivement les contraintes que l'on a aujourd'hui, que ce soit la hausse des matières premières agricoles qui impacte les aliments, la baisse de densité liée à la biosécurité, la grippe aviaire qui fait que on perd de la production, j'ai envie de vous répondre non. Aujourd'hui, c'est pas rentable d'élever du canard dans ces conditions-là et dans le département. Dans le Gers, la filière canard gras représente environ 450 exploitations et pas moins de 1500 emplois. Face aux difficultés actuelles, les éleveurs demandent à l'État de les aider davantage. Alors justement, Benjamin Constant, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des pouvoirs publics? Alors, au niveau des pouvoirs publics, c'est de savoir exactement comment ça s'est passé et vraiment avoir un retour d'expérience vis-à-vis de ce qui s'est produit. Alors, malheureusement, dans le sud-ouest, on va commencer à avoir des éléments de réponse, mais même par rapport à l'ouest. Par contre, on demande simplement aussi à l'État, aujourd'hui, d'accompagner les professionnels, puisqu'on est sur une problématique sanitaire, avec un risque potentiel pour la santé humaine. Donc, de fait, nous, on respecte la loi et les protocoles qui doivent être faits, et qui sont très lourds et très compliqués, très durs pour les professionnels. Mais aussi, l'État doit être présent pour accompagner ces professionnels, parce que, malheureusement, ils subissent le virus et ils ne doivent pas subir une pénalité. Il y a des aides de l'année dernière qui sont encore attendues, qui n'ont pas été versées pour certains. Alors, au niveau, non, ça a été décalé de 1 mois et demi. On a eu une problématique puisqu'on a évolué dans la gestion et dans l'accompagnement économique. Donc il y a eu un retard, ça c'est certain, malheureusement, avec les péripéties qu'il faut avec et qui posent problème vraiment au niveau des professionnels. Aujourd'hui, par rapport à l'épisode que l'on vit, il est certain qu'aujourd'hui, on a déjà évoqué qu'on n'était pas du tout sur les mêmes tarifs dans tous les cas, puisque les professionnels ont revalorisé leurs produits, donc déjà ça. Et deuxièmement, malheureusement, le tsunami qu'on est en train de vivre, on est dans des pas de temps différents par rapport à l'Ouest, où malheureusement, nous sommes déjà, eux, ils sont en cours malheureusement d'influenza aviaire, et on espère que ça s'arrête très rapidement. Mais nous, le Sud-Ouest, on est déjà arrêté rapidement. Donc, il y a déjà des versements qui ont eu lieu malheureusement pour les gens qui ont été foyés dépeuplés. Mais après, il y a tout le manque qui aujourd'hui ne rentre pas et qui est extrêmement difficile et qui entraîne une détresse au niveau des professionnels. Vous l'avez dit, Sylvie Collat,
là, à long terme, il peut y avoir des répercussions dramatiques sur la filière. Une filière, vous dites, véritablement en danger. Nous pensons qu'effectivement, on va peut-être encore cette année perdre 30% des producteurs, tout simplement, des paysans. Ceux qu'on est en train de pousser déjà vers la sortie, en leur disant que leur outil ne suffira pas pour les futures normes de biosécurité, parce qu'à chaque fois, on remet des contraintes normatives qui vont faire que certains, on va d'une certaine manière les dégager. Et c'est là qu'aussi on attend les pouvoirs publics qui fassent face. Ensuite, il y a tous ceux qui ont investi récemment. On leur a dit il faut claustrer, investissez du bâtiment. On leur a promis que ça serait la solution. Et maintenant, c'est pas la solution. Et ils ont investi des bâtiments qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Et qui sont sûrement vides aujourd'hui. Et qui sont vides aujourd'hui, qui savent pas s'ils vont les remplir dans le courant de l'année et qui savent pas si l'année prochaine, ils auront le même épisode de grippe aviaire. Alors effectivement, on attend des pouvoirs publics une vraie politique. C'est-à-dire qu'on nous dise, c'est un choix de société, l'agriculture. Dites-moi quelle agriculture vous faites dans votre pays, je vous dirai qui vous êtes. Et l'agriculture, c'est l'alimentation. Donc à un moment, il va falloir se poser et dire jusqu'où on va. Est-ce qu'on continue ce modèle industriel? Parce que ce qui se passe en Pays de Loire actuellement montre bien que le système est tellement industriel qu'on a eu des catastrophes de la gestion même des foyers avec des éleveurs obligés d'euthanasier eux-mêmes leurs animaux. Donc en dehors de toute moralité et de toute éthique, ça on ne peut plus le voir exister. On a eu de la chance dans le sud-ouest qu'on ait eu moins de foyers d'un seul coup pour le gérer autrement, et puis parce que nos services de l'État ont l'habitude, hélas. Ouais. Voilà. Mais ça, on ne veut plus le voir vivre. Et pourtant, demain, c'est peut-être la Bretagne. Et ce sera encore du XXL d'animaux à abattre. Benjamin Constant, il faut changer le modèle? Non, mais ou pas, comme le dit Sylvie Collard. La problématique, opposer les modèles n'est pas la solution vis-à-vis de l'influenza aviaire. La problématique, c'est l'influenza aviaire. Après, on peut toujours se tromper, expliquer, opposer les gens, avoir un discours qui change tous les mois. Ça peut être la volonté de certains. Nous, au sein du CIFOG, on représente tous les modèles. Tous les syndicats sont aussi conviés. Après, s'ils ne souhaitent pas venir, ils ne souhaitent pas venir. Mais après, tous les modèles sont là. Moi, je suis producteur. Nous sommes producteurs de tous les départements qui produisent. On a aussi la partie donc aval, pour la partie transformation, qui sont là. Mais à un moment donné, ce n'est pas une opposition d'un modèle. Tout le monde a sa place. C'est surtout comment on fait pour vivre avec ce virus. C'est surtout ça. Après, on pourra toujours opposer les modèles, mais on ne répondra pas à la question principale qui est comment on fait avec ce virus. Et la problématique, elle est là. Et c'est là où on a besoin des chercheurs, des savants, des vétérinaires pour qu'ils nous donnent des éléments de réponse et qu'on voie après comment on peut le mettre en adaptation sur le terrain. Et après, c'est à chaque professionnel de le mettre en place. Le modèle est en cause. Le modèle est en cause. C'est évident. Sinon, ça ne se serait pas produit. C'est-à-dire quoi? Il faut des choses moins industrielles, plus artisanales? On a trop d'animaux dans certaines zones, on a trop de concentration d'animaux, on a trop d'élevage dans les mêmes zones. Et à un moment, on est allé trop loin. Mes collègues de Vendée me disaient qu'ils avaient des croissances à 2 chiffres au niveau de plusieurs dizaines de pourcentages d'augmentation de production, toujours pour plus, pour exporter, pour produire moins cher, pour faire du volume, pour aussi faire de la découpe de volaille qui sert à rien, du gaspillage. On a un vrai problème sur le rapport entre la production et l'alimentation. Et non pas, je sais pas. On va y répondre justement. On va y répondre dans quelques instants à ces problématiques, à cette expertise vétérinaire que vous attendiez. Merci à vous deux, en tout cas, d'ores et déjà, nous avoir livré vos expertises de terrain, évidemment, et puis vos points de vue. Et on l'a vu, la discussion est encore animée, mais parce que, justement, il faut penser à l'avenir de cette filière. Mais pour l'instant, il est 18h53 sur France 3 Occitanie. Et vous le savez, comme tous les soirs, vous avez rendez-vous avec votre information de proximité sur votre chaîne régionale. Grippe aviaire, la filière volaille est-elle en danger? On continue à en parler avec vous, Laurent Dubois, bonsoir, et avec vous, Jean-Luc Guérin. Vous êtes vétérinaire à l'ENSAT, spécialiste... À l'ENVT. L'ENVT, vous êtes spécialiste de la grippe aviaire. Comment expliquer l'ampleur inédite de cette épisodie? Alors, pour l'instant, on n'a pas forcément tous les éléments d'explication. Ce que l'on voit, ce qu'on constate, c'est que par rapport aux années précédentes, on a une augmentation du nombre d'introductions, donc de circulation à la base du virus dans la faune sauvage. Ça, on l'observe à l'échelle européenne. Malheureusement, ça a été le cas en Italie, qui a été extrêmement durement touché en fin d'année dernière. Et puis, on l'a observé dans le sud-ouest. Et puis, le phénomène nouveau, c'est effectivement qu'on a eu des introductions dans les Pays de la Loire qu'on n'a pas été en situation de contrôler. Il faut voir déjà ce phénomène-là.
Et depuis l'an dernier, ce qu'on voit aussi, c'est que le virus a sans doute un petit peu évolué et que il reste, je dirais, prioritairement, efficace, entre guillemets, dans sa multiplication chez le canard. Mais on voit aussi que maintenant, il est un peu plus efficace en termes de contagiosité chez les autres espèces, comme les poulets, les dindes, etc. Et ce qui, dans le contexte des Pays de la Loire, est évidemment redoutable. Donc on avait déjà mesuré depuis l'an dernier clairement qu'on avait face à nous un risque biologique vraiment insoupçonné qui nous avait déjà amené à réévaluer ce niveau de risque biologique. Alors il y a eu une véritable bataille juridique et politique autour de cette grippe aviaire. Laurent, 2 syndicats agricoles, 6 associations ont demandé devant le Conseil d'État la suspension des arrêtés grippe aviaire. Ah oui, une guérilla juridique. Plusieurs associations et syndicats ont déposé 3 recours devant le Conseil d'État. But de ce tir groupé, obtenir la suspension des arrêtés du 29 novembre 2021 pris par le ministère de l'Agriculture. Des arrêtés qui prévoient l'enfermement de toutes les volailles dans les zones à risque. Et pour les requérants, c'est tout simplement la fin de l'élevage en plein air, et c'est aussi la mort des éleveurs, car enfermer, ça suppose des moyens, de l'argent, et tous les éleveurs ne peuvent pas le mettre sur la table. Réponse du Conseil d'État, rejet, il n'a pas validé le recours juridique de requérant. Motif, je cite, un risque sanitaire particulièrement grave et urgent. Et comment la décision du Conseil d'État a été accueillie ? Des réactions plus que négatives, une vraie polémique. La Confédération paysanne dénonce un scandale d'État pour protéger le secteur industriel. Alors si on prend un peu de recul et si on observe un peu calmement cette audition du Conseil d'État, elle est assez classique, elle était même prévisible. On est dans le droit fil de la jurisprudence du juge administratif qui, en matière sanitaire, met toujours dans la balance le risque et les contraintes. On l'a vu par rapport aux masques face au Covid. Et donc la décision du Conseil d'État n'a rien de particulièrement surprenant, même si elle a suscité de vrais remous. Merci Laurent. Est-ce que, au regard de ce qu'on vit aujourd'hui, on se dit qu'on peut véritablement la contenir, cette épizootie, une fois qu'elle est lancée ou pas ? Alors ce qu'on voit, et ce qu'on avait déjà un petit peu pressenti, c'est que dans certaines zones, qu'on a d'ailleurs appelées des zones à risque de diffusion, l'introduction d'un virus présente un risque de diffusion et donc de perte de contrôle très élevé. Donc on avait identifié, par des travaux de modélisation, les zones à risque de diffusion dans le sud-ouest, essentiellement dans les Landes et la périphérie, et puis dans les Pays de la Loire, la Vendée et la périphérie. Et malheureusement, on revoit la même mécanique, mais qui est liée à une très très forte contagiosité, qui est liée aussi à un phénomène qu'on avait déjà mesuré l'an dernier, qui est que lorsque l'éleveur fait une suspicion clinique, c'est-à-dire qu'il voit les premiers signes cliniques, ça fait quasiment une semaine que les animaux sont positifs et excrètent et contaminent l'ensemble de l'environnement, et ce qui fait qu'on a systématiquement du retard. Donc ce qui nous pose des questions en termes du dispositif de surveillance. Donc là, on voit qu'on a des marges de progrès dans la politique de test et il y a des réflexions qu'on doit avancer. On a eu un débat assez animé sur le modèle d'exploitation. Est-ce que ça compte ça aussi ou pas ? Alors, ça peut compter, mais je dirais que franchement, face à un tel risque biologique, face à un tel tsunami, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Bon, moi, si vous voulez, je vois la situation à l'échelle globale. La situation dans le sud-ouest, elle n'est pas encore totalement stabilisée. On a encore de l'activité virale, notamment dans les bordures, dans le Lot, avec des situations qu'il faut encore sécuriser. Et puis dans les Pays de la Loire, et puis des risques d'extension en Bretagne, on a aussi une situation dans laquelle on est encore en train d'éteindre les incendies. Dernière question en 30 secondes. La piste du vaccin, est-ce qu'il faut ou est-ce qu'on peut vacciner aujourd'hui les bêtes ? Alors, déjà l'an dernier, suite à cette réévaluation, on avait déjà mis sur la table le fait qu'il était vraiment raisonnable de mettre parmi les options, parmi la panoplie, la vaccination. Il y a un travail qui a été lancé, qui est en cours. Nous y travaillons à l'école vétérinaire de Toulouse en lien avec l'ANSES. Les essais vont être mis en place dans les toutes prochaines semaines. Décision, on a encore des réunions demain sur ce dossier-là, donc c'est en très bonne voie. Merci à vous, Jean-Luc Guérin, vétérinaire à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, spécialiste de la grippe aviaire. On va continuer à suivre cette épizootie, évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo, suivi de vos éditions régionales. Bonne soirée sur France 3.